Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va lire un livre, puisque c'est toujours l'objectif. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à un monument de la psychanalyse, puisqu'on va s'attaquer à Sigmund Freud, les 5 leçons sur la psychanalyse, suivies de contributions à l'histoire du mouvement psychanalytique, aux éditions Petite Biblio Payot Classique. Au niveau de l'auteur, enfin du traducteur, c'est traduit de l'allemand par Yves Lelay et Samuel Jankelevitch et revisé par Gisèle Arus Révidi. Préface de Frédéric Debout. Je voulais le résumer. Que veut le psychanalyste? Ramener à la surface de la conscience tout ce qui en a été refoulé. Or, chacun de nous a refoulé beaucoup de choses. En septembre 1909, Freud prononce aux États-Unis devant un public de non-spécialistes 5 conférences où il fait non seulement le récit simple et vivant des origines de la psychanalyse, inventée par l'hystérique Anna O, mais aussi une introduction aux principaux thèmes de cette science, l'interprétation des rêves, le complexe d'Oedipe, la sexualité infantile, la nature des névroses et les raisons pour lesquelles certaines personnes se réfugient dans la maladie. Ces leçons sur la psychanalyse sont suivies par une contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, où Freud retrace les débuts difficiles de la psychanalyse et les résistances qu'elle dut surmonter. Voilà pour le résumé. Attaquons dès maintenant le livre. Sigmund Freud aux éditions Payot et Rivage. Ok. 5 leçons sur la psychanalyse, on l'a déjà dit. Préface. Retrouver l'ensemble, oui. La traduction des 2 textes qui composent ce livre a été modernisée. Nous avons notamment restitué le langage oral et familier employé par Freud à l'origine, qui avait été gommé pour des raisons didactiques évidentes. Nous avons également remplacé la terminologie parfois prudente des traducteurs, en particulier dans les 5 leçons, premier texte de Freud, à être traduit au début des années 1920 en langue française, par le vocabulaire psychanalytique précisément codifié aujourd'hui, GHR. Voilà. Bon, on peut commencer la préface. Préface par Frédéric Debout. Une leçon de style. Texte le plus populaire de Freud, les 5 leçons sur la psychanalyse représentent une pierre angulaire dans la construction de la théorie psychanalytique et dans l'histoire de ce mouvement. Ce texte est le faire-part d'une triple naissance, celle du mouvement psychanalytique, la psychanalyse devient une institution scientifique, celle de la méthode clinique, le modèle de la cure type, et celle de l'édifice théorique, modélisation de la vie psychique et genèse des grands concepts. Pour s'initier à la pensée freudienne, il existe 2 portes. Psychopathologie de la vie quotidienne, Sigmund Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Payot, collection Petite Bibliothèque Payot 2001 Freud. Donc il existe 2 portes, Psychopathologie de la vie quotidienne et les 5 leçons sur la psychanalyse, qui sont 2 livres différents. 5 leçons sur la psychanalyse. Dans Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud démontrait que tous les petits accidents banals de la vie ordinaire ne sont pas le fruit du hasard. Oublier un nom ou faire un lapsus sont autant des manifestations de l'inconscient que la résistance à guérir, ou comble de l'ironie, celle des scientifiques vis-à-vis des théories psychanalytiques. Ces 2 ouvrages traduisent la révolution qu'a représentée l'invention de la psychanalyse dans le champ des sciences de l'homme. Ils se concentrent sur 3 notions fondamentales: la dimension dynamique de la vie psychique, la question du déterminisme et celle de la résistance. Si l'on devait d'un mot circonscrire le principal intérêt de ces leçons, c'est bien de la résistance qu'il faudrait parler. Présent dès les premières lignes, ce concept traverse en fait l'ensemble du texte. Les 5 leçons... il y a une petite... abandonne la suggestion en 1899, il lui faut ensuite lever le refoulement fondé. D'accord, c'est le détail
Oui, c'est ça, c'est le détail du premier livre, Psychopathie de la... Peu importe, c'est pas important. Les 5 leçons sur la psychanalyse sont composées de 5 conférences prononcées en septembre 1909 aux États-Unis, à l'occasion du 20e anniversaire de la Clark University, Worcester, devant un public de médecins et de spécialistes connaissant peu les théories freudiennes, et pour cause, à cette époque, la psychanalyse n'en était encore qu'à ses débuts. L'objectif de Freud n'était pas de donner un cours de psychanalyse, mais de convaincre un auditoire qui, dans le meilleur des cas, ignorait tout de ces théories et, dans le pire, était méfiant et réticent. Il raconte une histoire merveilleuse en 5 actes. Celle de la naissance du mouvement psychanalytique, la démarche est avant tout oratoire et militante. Il s'agit d'exporter la psychanalyse, de semer une graine que Freud espère pouvoir voir germer. Pour cet amateur de belles lettres, la forme est fondamentale. Le style d'écriture du texte, même rédigé bien après que les conférences ont eu lieu et sur l'insistance de l'éditeur, conserve le ton oratoire d'origine. Les interpellations du public et de Granville Stanley Hall, 1844-1924, le président de l'université qu'il avait invité, je reprends, le style d'écriture du texte, même bien rédigé, pardon, petite erreur de... Je disais donc, les interpellations du public et de Granville Stanley Hall, 1844-1924, le président de l'université qu'il avait invité. Les répétitions, l'usage des analogies, des métaphores et le ton familier, comme le souligne Ernest Jones, signent la particularité de ce texte. Afin de conserver une liberté de ton destinée à surprendre et convaincre son public, Freud n'écrit pas au préalable ses interventions. Il les travaille lors des longues promenades en compagnie de Sander Ferenczi et parfois de C.G. Jung. Comme il ne maîtrise pas la langue anglaise, Freud s'exprime en allemand, sans aucune note, impressionnant son auditoire. Ernest Jones, La vie et l'œuvre de Sigmund Freud. Tome 2, Paris, Puff, 1961, page 59. Le style et l'argumentation de Freud ne visent pas à persuader, mais à ébranler des préjugés et à solliciter l'effort de pensée. De ce point de vue, il ne s'agit pas d'un discours purement rhétorique, même si Freud utilise certains mécanismes de cet art. Si son objectif est de plaire, il ne se limite pas à l'entreprise de persuasion. L'écriture des 5 leçons sur la psychanalyse traduit cette tension intrinsèque à la psychanalyse entre discours subjectif et objectivité scientifique. Sous un certain angle, le style de Freud répond plus aux critères du discours scientifique qu'à ceux du discours rhétorique. D'une part parce que le discours se veut purement rationnel et détaché des croyances, il cherche plus à convaincre qu'à persuader. D'autre part parce qu'il se fonde sur des réalités certaines, alors que le discours rhétorique appartient au domaine du vraisemblable. Freud s'appuie sur ses observations cliniques, lui. Enfin, parce que contrairement au discours rhétorique, il s'adresse à des spécialistes. Aristote, Rhétorique, tome 1, 1335. Freud n'a pas affaire à l'auditoire universel, c'est-à-dire à l'auditoire idéal dont chaque membre serait disposé à être convaincu de la même manière, objectivement. Dans ce cas, l'argumentation pourrait être aussi rigoureuse qu'une démonstration scientifique, car l'orateur n'aurait pas à tenir compte des spécificités subjectives de son public. Freud doit plaire, et pour cela il utilise la rhétorique, et plus particulièrement les règles de l'élocution. Définies depuis l'Antiquité comme l'une des 5 parties de la rhétorique, à côté de l'invention, la disposition, l'action et la mémoire, ne doit pas être confondue avec le terme moderne qui ne s'applique qu'à l'oral. C'est au contraire l'ensemble des techniques relatives à l'écriture du discours. Si la construction des leçons répond aux lois de la démonstration, Freud enchaîne les raisonnements théorico-cliniques liés entre eux par un caractère de nécessité. On ne peut pas sauter les étapes de l'élaboration. Donc, si la construction des leçons répond aux lois de la démonstration, elles suivent également celles de l'argumentation.
Dans l'argumentation, écrit Jean-Jacques Robrieux, l'orateur choisit et articule ses arguments en fonction d'une stratégie, autrement dit de son approche concrète du public. Jean-Jacques Robrieux, éléments de rhétorique et l'argumentation, Paris, Duno, 1993, page 37. L'argumentation freudienne présente ici est ad hominem, justement parce qu'elle ne s'adresse pas à un auditoire conquis. Elle dissimule sous l'apparence d'un accord préalable une mésentente fondamentale. Teintée de manipulation, elle est bien plus une affaire de langue, une affaire littéraire qu'un simple enchaînement scientifique de concepts. L'exploitation de la polysémie du mot résistance, tout comme l'usage important des figures de style, métaphores, métonymie, analogie et des changements de ton, ironique, narratif, déclaratif, donne au texte une force argumentative redoutable. Sur le style de Freud, voir Walter Musch, M-U-S-C-H-G, Musk, peut-être. Freud écrivain, 1930. Paris, Hermann, 2009. Et François Roustang, Elle ne le lâche plus. Paris, Payot, collection Petite Bibliothèque Payot, 2009, page 9 et 50 à 58. Je retrouve la ligne. Son talent oratoire et son style littéraire séduisent. Freud emporte la partie. L'auditoire reste partagé, mais désormais, même si les théories freudiennes peuvent être critiquées et incomprises, impossible de les ignorer. Ce voyage aux États-Unis fut l'occasion pour Freud de construire des liens durables, notamment avec James G. Putnam, éminent professeur de neurologie à l'université Harvard, qui publia le premier article en langue anglaise entièrement consacré à la psychanalyse. Putnam fit un rapport, je ne sais pas si ça se prononce Putnam ou Putna, mais disons Putnam. Putnam fit un rapport élogieux. James G. Putnam, Personal Impressions of Sigmund Freud and his work of special reference to his recent lectures at Clark University, Journal of Abnormal Psychology 1910. Donc Putnam fit un rapport élogieux des conférences de Worcester et joua un rôle important dans la création de l'Association américaine de la psychopathologie, dont Freud fut membre dès 1910, et du Journal of Abnormal Psychology, permettant non sans difficulté et résistance à la psychanalyse de faire ses premiers pas aux États-Unis. La psychanalyse, trouva là une reconnaissance officielle et une dimension mondiale, mais dans le même temps elle offrait désormais plus d'espace à la critique, tant de la part de ses adversaires que de ses partisans. Ainsi, 1908 vit les premières dissensions entre Freud et ses disciples, jusqu'à la rupture d'abord larvée entre celui-ci et Jung, puis manifeste en 1913 sur la question du complexe d'Oedipe, et enfin effective l'année suivante par la démission de Jung de l'Association internationale de la psychanalyse. La contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, que l'on trouvera ci-après la suite des 5 leçons sur la psychanalyse, rend compte de cette histoire dramatique ponctuée de conflits, de résistances et de ruptures. Le vivant, c'est le symptôme. Le vivant, c'est ce qui existe. Je la refais. Le vivant, c'est le symptôme. Le vivant, c'est ce qui résiste. L'inspiration géniale de Freud fut de relever dans sa clinique les résistances de patients à guérir, démontrant de cette façon la nature profondément conflictuelle et donc dynamique de la vie mentale. Les patients tiennent à leurs symptômes. Ils souhaitent de toute évidence s'en débarrasser si cela leur est utile et nécessaire. Dans l'inconscient, les contraires sont identiques, dit la psychanalyste Joyce McDougall.
MacDougall, si on veut. Si la plainte des passions est bien réelle, il n'en reste pas moins qu'elle dissimule un profond agrippement à la maladie et aux symptômes. En italique, un sujet sain est un sujet qui résiste. Freud ne peut plus souscrire aux hypothèses de Pierre Janet, 1859-1947, voire infra, deuxième leçon, ou de Bénédicte Augustin Morel, 1809-1873. Père de la théorie de la dégénérescence, il définit la maladie mentale comme le fruit d'une dégradation au sein d'une ligne héréditaire du niveau socio-psychopathologique des individus. La maladie mentale n'est pas la révélation d'une pathologie sous-jacente, mais la perte d'un équilibre précaire maintenu par la régulation constante des forces actives dans la psyché. La maladie psychique ne surgit pas de l'extérieur, elle ne s'attrape pas, elle est un basculement. Chacun d'entre nous peut être incapable ou mis dans l'incapacité de résister. La vie psychique normale se définit par la présence d'une force constante et désorganisatrice, mise en échec par la capacité de résister, tandis qu'un système antagoniste inhibe la pathologique. La pathologique, nous trouvons en germe la seconde théorie des pulsions dans la 5e et dernière leçon où Freud aborde la question du narcissisme, théorie qui ne sera pourtant développée qu'en 1914. La pulsion de mort est nécessaire à la vie. D'accord. Cela peut s'entendre quand la guérison n'est pas perçue comme l'idéal à atteindre, mais aussi comme le danger. La résistance à guérir amène une redéfinition de la santé psychique et un renouvellement des définitions du normal et du pathologique. Voir Georges Canguilhem, Le normal et la pathologie, Paris, PUF, collection Quadridge 2007. Le symptôme ou la maladie ne sont donc pas à faire disparaître parce qu'ils tiennent une place dans la suffisamment bonne santé. La santé ne se définit plus dans le silence des organes, pour paraphraser le riche, mais dans la lutte constante pour la conquête asymptotique d'un équilibre toujours précaire, menacé en permanence. La bonne santé psychique, la vie est un combat permanent. La vie psychique n'est jamais figée, sauf dans les cas de maladies graves. Elle n'est pas non plus le fruit du simple développement d'une carte génétique. Elle est dynamique, changeante, mouvante et se modifie en fonction des rapports de force qui la traversent et l'animent. Il n'y a pas de vie sans résistance et donc sans conflit porté au seuil du visible par le symptôme. Résistance et transfert, naissance de la technique psychanalytique. Les gens ne sont pas malades, non pas parce qu'ils parviennent à se défendre, mais parce qu'ils peuvent résister. Si la résistance est intimement liée à la défense, elle ne se réduit pas à celle-ci. Elle implique un refus du sujet à reconnaître des contenus inconscients. Parce qu'elle se définit en lien avec le transfert, elle n'est pas seulement un obstacle du traitement, elle en devient alors aussi l'un des leviers. Les 5 leçons sur la psychanalyse retracent l'invention de la psychanalyse et s'ouvrent donc naturellement sur la rencontre de Freud avec l'hystérie en 1895. Il a 30 ans à peine, sort tout juste de l'université et vient de se marier quand il fait la connaissance de Bertha Poppenheim, qu'il appellera Anna O, et qui sera à l'origine de la première étape de ses découvertes. Voir Joseph Beuys, Sigmund Freud, Études sur l'hystérie, 1895. Pourtant, Bertha ne diffère en rien des autres patientes hystériques de Freud. Elle nous est décrite des années plus tard comme jeune, intelligente, socialement aisée. Freud et Bertha sont presque du même âge et évoluent tous deux dans un milieu bourgeois. Il est indéniable que la séduction infiltrait ces thérapies, qui, rappelons-le, se déroulaient au domicile du patient, souvent même dans sa propre chambre et lors d'entretiens privés. À l'époque, la psychanalyse étant sur les fonds baptismaux,
Les relations entre thérapeutes et patients n'étaient évidemment pas aussi codifiées qu'aujourd'hui et il n'était pas rare qu'analysés et analysants se côtoient dans des salons de la bourgeoisie viennoise. Avant d'inventer la technique, les premiers psychanalystes ne pouvaient travailler qu'avec ce qu'ils étaient. L'importance de cette rencontre ne réside pas dans les symptômes présentés par la patiente, mais dans la relation qu'elle établit avec son médecin, Joseph Breuer. Lorsque Anna O finit par exprimer son amour à Breuer à travers une grossesse imaginaire, celui-ci interrompit la cure, partit en vacances et, après celle-ci, selon la légende répandue mais fausse, sa femme revint enceinte. Effrayé par l'ampleur des sentiments d'affection que lui témoignait sa jeune patiente, il décida de demander de l'aide à Freud et la lui présenta. C'est à partir de l'analyse de cette relation empreinte de séduction et des résistances de la patiente à guérir, mais également celle de Breuer à poursuivre le traitement que Freud posera sa différence technique. Il abandonnera alors la méthode cathartique de Breuer qui jouait sur la modification de l'état de conscience. Ce sont les mouvements Ce sont les mouvements psychiques et les inventions verbales de cette dernière qui font évoluer la technique psychanalytique. En dénommant la la thé- en dénommant la thérapie Talking Cure, cure par la parole, ou encore chimney sweeping, ramonage de cheminée, Anna O fournissait déjà des clés de compréhension du processus à l'œuvre, guidant Freud sur l'essence active dans la relation thérapeutique. Et ce sont les modifications du cadre technique du traitement des névroses qui ont permis à Freud d'élaborer la théorie psychanalytique. Freud comprendra que le transfert est une résistance à l'analyse tout en étant le moteur. Il bloque le travail associatif du patient et se substituant Il bloque le travail associatif du patient en se substituant à la relation actuelle vécue avec le médecin, mais s'opposant à une simple remémoration qui ne servirait que la répétitivité du symptôme en se réduisant à une commémoration intellectualisée. C'est l'actualisation de conflits infantiles qui est active dans le transfert et qui donne à l'analyse toute sa portée transformatrice. D'ailleurs, Sandor Ferenczi et Otto Rank ont approfondi ces hypothèses freudiennes en accentuant radicalement l'importance de l'expérience vécue du transfert plutôt que la remémoration des souvenirs, qui ne serait en fait que résistance, sauf à être prise dans le transfert. C'est à cette épreuve du transfert que Breuer n'a pas réussi à surmonter. C'est cette épreuve du transfert que Breuer n'a pas réussi à surmonter. Et d'ailleurs, les patients pris dans le transfert ont beaucoup de peine à se dégager des effets de la relation à leur médecin, pour souscrire à la règle de la libre association pourtant constitutive de la cure. La relation médecin-malade hystérique oscille donc entre deux pôles de résistance. D'une part, celle de la patiente à guérir, d'autre part, celle du médecin à accepter les mouvements affectifs témoignés par sa patiente. Le transfert est actif, du côté du patient comme de celui du thérapeute. Et même si Freud ne le dit pas ouvertement, il suggère que l'échec du traitement de l'hystérie est en grande partie lié au contre-transfert négatif non élaboré des médecins à leur égard. Si le diagnostic hystérie touche peu le malade, il touche beaucoup le médecin. Voir infra, première leçon. La résistance à guérir, le symptôme psychique, s'entend autant du côté des patients que du côté des thérapeutes. On peut même dire que la résistance signe le dynamisme de la relation thérapeutique. Loin d'être rassuré de son efficacité, l'analyste doit se méfier des analyses qui ronronnent. Car l'absence de conflictualité démontre elle aussi la résistance à guérir. L'analyse ne se fait pas dans la complaisance mais dans le conflit. Freud montre dans ses deux premières leçons que la possibilité transformatrice de l'analyse se situe du côté de l'analyste. Impulsé par la résistance qu'il a et bien plus du côté de l'analysant, du moins dans un premier temps.
L'analyse et la résistance, l'analyse de la résistance et sa levée sont au cœur de la psychothérapie. Voir infra, deuxième leçon. Le refoulement ne se démontre pas, l'inconscient est invisible. La résistance signe le travail de l'inconscient qui tend inexorablement à se faire entendre, tout en œuvrant à la dissimulation de son propre contenu. Le refoulement est un processus supposé par moi, et je l'ai considéré prouvé par l'existence indéniable de la résistance, écrit Freud, voire Ibid. Partant d'une évidence clinique, il pose l'existence du refoulement comme un fait, et le définit comme un prototype des défenses psychiques pour lesquelles œuvre la résistance. L'existence du refoulement est indémontrable, Freud ne le nie pas, et même s'il s'y accroche, pendant la doctrine psychanalytique en opposition ou même en résistance aux critères de la scientificité des disciplines avec lesquelles il entend dialoguer. Dans une pirouette d'orateur, il fait justement de l'absence de démontrabilité et de l'existence de l'inconscient la preuve de son existence. Le refoulement n'est pas démontrable. L'inconscient ne se voit pas, il donne que des signes de son existence. C'est la résistance des patients à guérir qui témoigne de l'existence de ces forces invisibles qui animent le psyché. Le psyché. L'inconscient ne peut pas avancer. L'inconscient ne peut avancer que masqué, déformé, déguisé, défiguré, conclut-il alors. C'est ainsi que ces messages parviennent au seuil de la conscience. Ils ne peuvent pas se faire entendre que dans la clandestinité, parce que inconditionnable avec la réalité. Ce, entre guillemets, monstre, qu'est l'inconscient, n'a pas sa place à côté des exigences de la réalité. Œuvrant dans l'ombre, il ne pointe son nez que dans la répétitivité du symptôme. Comparant les symptômes hystériques à des symptômes Comparons les symptômes hystériques à des symboles commémoratifs. Première leçon, Freud suggère que la répétition est à l'œuvre dans le symptôme. Les souvenirs devenus inconscients et non oubliés sont revisités comme le serait un monument commémoratif, et ces visites répétées permettent au sujet de revivre la scène première du traumatisme. Donc, il ne pointe son nez que dans la répétitivité du symptôme, animant la résistance et le transfert ou dans les petits accidents banals de la vie quotidienne. Voir infra, troisième leçon. Signe du dynamisme de la vie psychique et de l'action des mécanismes de défense, la résistance dans le traitement condamne la psychanalyse à l'invisibilité de ses effets et la rend ainsi difficilement évaluable. Les défenses d'un sujet sont à respecter et bien souvent à épargner. Cédant pourtant à la demande de démonstration des effets produits par la psychanalyse, il y a quelques années en France, des psychanalystes, et plus particulièrement le courant de l'antipsychiatrie, ont entrepris de la montrer en mettant à mal de manière systématique les défenses psychiques de leurs patients. Au prix là encore du refus d'entendre de la résistance à guérir, les résultats cliniques ont démontré le danger de telles pratiques. Le traitement psychanalytique ne vise pas tant la suppression du symptôme que son réaménagement. De ce fait, il entre avec peine dans les grilles d'évaluation, son résultat n'étant pas quantifiable. En ne posant pas la guérison, entendue comme disparition du symptôme, comme fin de l'analyse, Freud condamnait la psychanalyse à œuvrer dans l'invisibilité du mesurable. La crise rencontrée par la psychanalyse au sein de la politique actuelle d'évaluation des psychothérapies était contenue dans la graine qui l'a fait germer. En ne l'inscrivant pas comme les autres sciences sur une grille d'évaluation, allant de la réussite à l'échec, Freud lui-même ne permettait pas à la psychanalyse d'aujourd'hui d'entrer dans le cadre classique d'évaluation des psychothérapies. Freud, figure de résistant.
La psychanalyse provoque donc chez ceux qui en entendent parler la même résistance qu'elle provoque chez les malades. Voir infra, troisième leçon. La construction des 5 leçons nous montre ce cheminement. Après avoir traité dans les 2 premières leçons la clinique de la résistance, Freud développe le concept de déterminisme psychique et le pose au centre de son exposé théorique. L'accent porté à cette notion l'amène dans les 2 dernières leçons à parler des résistances à la psychanalyse. Issu du vocabulaire des sciences exactes, mécanique, électricité, biologie, mais aussi commun à la politique et au droit, la notion de résistance est centrale dans l'avènement du mouvement psychanalytique en grande partie à cause de sa résonance politique. La résistance est aujourd'hui connotée politiquement, et même si Freud au début du XXe siècle ne le pensait pas dans ces termes-là, nous ne pouvons plus l'entendre autrement. Durant un conflit politique, guerre ou occupation, la résistance est l'action de résister à une agression, une contrainte, une oppression psychique et ou morale. Métaphoriquement, elle désigne aussi le combat contre un envahisseur, un occupant ou un régime indésirable. Elle représente donc une force d'opposition défensive contre un élément persécutant. Mais résister n'est pas immobiliser. La résistance a une visée libératrice et émancipatrice. Résister, c'est aussi produire un changement quand le compromis n'est plus possible. Tant que le clinique peut se faire un grand jour, on est dans un espace conflictuel où certes la défense a sa place, mais aussi sans être dans la nécessité d'avancer masqué. Or, il n'y a de résistance que masquée, cachée, invisible, clandestine. Freud adoptait manifestement la posture d'un résistant. Il défendait ses théories, allait au-devant de ses contradicteurs, et ce sont ces rencontres qui ont permis au mouvement psychanalytique non seulement de grandir, mais aussi et surtout de se constituer en tant que mouvement scientifique. La résistance a pour destin de disparaître dans une résolution du conflit qui l'a fait naître. Elle serait ontologiquement liée à la fonction du chercheur. Résister, c'est produire dans la critique une vérité. Résister, c'est le propre de l'effort de pensée. En effet, en ce sens, la psychanalyse s'inscrit dans le projet civilisateur de nos sociétés. Voir la fin de la dernière leçon et les développements que Freud donne à cette idée en 1929, dans Malaise dans la civilisation. La psychanalyse est née en résistance. Dès 1912, Ernest Jones affirme que le destin de la psychanalyse est de s'opposer à la science officielle. D'une actualité criante, les 5 leçons nous donnent une leçon de résistance. Résistance. Des patients à guérir, résistance de Freud pour maintenir ses théories, résistance du public et des scientifiques à admettre les théorisations freudiennes et même ses plus proches collaborateurs. Il n'a pas dû seulement défendre les théories, il a également dû s'agripper à elles. Comme il le souligne dans la 4e leçon, Freud s'est accroché au principe du déterminisme psychique. L'accueil réservé à la psychanalyse naissante et à sa méthode n'est pas favorable. En 1909, les 3 essais sur la théorie sexuelle ont déjà été publiés. 1905, et Freud souffre d'une réputation sulfureuse. Son postulat de la centralité de la sexualité infantile dans le dynamisme du psychisme humain suscite autour de lui passion, conflit et agressivité. Seule la vérité et donc la science peuvent provoquer une telle résistance. L'une des caractéristiques de la science est son aptitude à rompre avec les idées reçues et les savoirs antérieurs. La violence et l'agressivité que provoque la psychanalyse sont pour Freud le signe de l'œuvre du renforcement, du refoulement. Que veut la psychanalyse, en effet? Ramener à la surface de la conscience tout ce qui a été refoulé, la psychanalyse provoque donc chez eux... Que veut la psychanalyse? Que veut le psychanalyste, en effet? Ramener à la surface de la conscience tout ce qui a été refoulé, la psychanalyse provoque donc, chez ceux qui en entendent parler, la même résistance qu'elle provoque chez les malades.
C'est de là que vient sans doute l'opposition si vive, si instinctive, que notre discipline a le don d'exciter. Cette résistance prend du reste et... Bon, je fais des erreurs, c'est pas grave. Cette résistance prend du reste le masque de l'opposition intellectuelle et enfante des arguments, analogues à ceux que nous écartons chez nos malades au moyen de la règle psychanalytique fondamentale, voire infra, troisième leçon. Les arguments des opposants à la psychanalyse n'ont pas changé. Manque de possibilité d'évaluation, invisibilité des effets. Pour reprendre la définition qu'il donnait, en filigrane de la résistance, s'il y a résistance, c'est qu'il y a conflit et refoulement. Ibid et quatrième leçon. Il y a donc trace de vérité psychique si cela existe. Loin de se replier de manière défensive face à ses détracteurs, Freud est allé à leur rencontre en établissant de manière presque paradoxale comme critère de scientificité la résistance témoignée à l'égard de cette théorie. Aurait-il abandonné sa neurotica ? Je ne crois plus à ma neurotica, écrit Freud à Wilhelm Fliess en septembre 1897 dans une lettre demeurée célèbre. Cette phrase signe la naissance de la psychanalyse par l'abandon de la réalité des faits en faveur de celle du fantasme. Les hystériques ont bien subi un traumatisme sexuel, mais il est de l'ordre du fantasme, et non pas celui de l'inceste paternel vécu dans la réalité. Il y a donc trace de vérité psychique si cela existe. Loin de se replier de manière défensive face à ses détracteurs, Freud est allé à leur rencontre, en établissant de manière paradoxale comme critère de scientificité la résistance témoignée à l'égard de ces théories. Pardon, je l'avais déjà lu. Aurait-il abandonné sa neurotica ? Sans cette capacité à entendre les résistances qui pouvaient être formulées à l'égard de ces théories, tant ses passions... Ah, c'était une question. Aurait-il abandonné sa neurotica sans capacité à entendre les résistances qui pouvaient être reformulées à l'égard de ces théories, tant par ses passions que par la communauté scientifique ? On peut en douter. La psychanalyse est aujourd'hui encore l'objet de vives attaques et critiques qui parviennent à vrai dire des mêmes opposants, utilisant les mêmes arguments. Vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'en Europe, nous l'avons entendu juger par une quantité de personnes qui ne savent rien de la psychanalyse, qui ne l'emploient pas, qui poussent l'ironie jusqu'à exiger que nous leur prouvions l'exactitude de nos résultats. Il y a certainement parmi ces contradicteurs des gens qui ont l'habitude de la pensée scientifique, qui, par exemple, ne repousseraient pas les conclusions d'une recherche au microscope, parce qu'on ne pourrait pas les confirmer en examinant la préparation anatomique à l'œil nu, et qui, en tout cas, ne se prononceraient pas avant d'avoir considéré eux-mêmes la chose au moyen du microscope, voire infra, troisième leçon. Le progrès des neurosciences et le succès des modèles organistes et comportementalistes sont indéniables, essentiellement parce que leurs méthodologies sont évaluables et leurs effets mesurables. Sans doute offre-t-il aux psychanalystes du XXIe siècle l'occasion de revisiter la démarche freudienne des débuts de la psychanalyse. À partir d'un même objet, l'être humain, il s'agit maintenant pour eux d'entrer en dialogue avec leurs contradicteurs. Frédéric Debout, 2019. Point de suspension. Et voilà pour la préface. Ensuite, nous avons 5 leçons sur la psychanalyse 1909, Sigmund Freud, Über Psychanalyse, Leipzig et Wien de Tick 1910. Et c'est ensuite là que commencent les 5 premières leçons qu'on découvrira donc à la prochaine lecture. Désolé pour les erreurs, ça s'améliorera au fur et à mesure. Et bonne fin de journée bien sûr, ou bonne soirée en fonction.